Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié donc au marché de la santé. Ce mercredi de la santé, ce matin, est dédié à la zone Moyen-Orient. J'aimerais remercier et saluer Monsieur Pierre Oupiquian. Bonjour Pierre et merci d'être avec nous ce matin pour partager avec nous et les entreprises bretonnes votre savoir et vos connaissances sur le marché de la santé sur la zone. Bonjour Karen, merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'est mercredi de la santé, hein, ça s'inscrit, vous le savez toutes et tous, désormais dans un parcours filière que je vous propose tout au long de l'année et qui se poursuivra l'année prochaine. L'objectif avec ces mercredis de la santé, c'est d'aborder successivement, donc chaque mois, un ou plusieurs pays en mettant en lumière ces opportunités d'affaires et de partenariats technologiques notamment, en vous dressant un panorama détaillé du marché local de la santé, de la e-santé, de ces différents réseaux et principaux acteurs. On parle aussi au cours de ces mercredis de la santé des aspects homologation, réglementation et de divers points clés qui vous seront utiles et nécessaires pour aborder le marché et bien connaître tous les aspects du marché de la santé sur la zone étudiée. Le webinaire, comme d'habitude, est enregistré, donc le podcast sera à votre disposition ultérieurement sur notre plateforme BCI Info. Pas de panique sur la prise de notes. Là encore, la présentation sera à votre disposition en format PDF, toujours sur la plateforme BCI Info. Ce webinaire se veut interactif. N'hésitez pas à prendre la parole tout au long du déroulé de cette réunion de ce matin. C'est un moment privilégié pour vous, au cours duquel vous pouvez échanger et poser vos questions, exposer vos problématiques et partager vos expériences avec des experts et avec nos prestataires donc, qui sont intervenants ce matin pendant ce webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route. On n'attendra pas la fin pour un temps de questions-réponses. Ce webinaire, c'est le vôtre, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à nous interrompre et à rebondir sur les propos de Pierre pendant le webinaire. Donc, je vais passer donc à la présentation de Pierre, notre intervenant de ce matin. Donc, Pierre est conseiller régional de santé à l'ambassade de France de Riyad. Et Pierre accompagne l'expertise de notre prestataire agréé, membre du réseau de BCI à l'étranger, qui sont les différents bureaux de Business France sur la zone. Donc, Rachid Boulawine, qui est directeur pays pour Business France Arabie Saoudite. Maya et Carole sont également avec nous. Elles sont en charge du secteur santé pour les bureaux de Dubaï et Doha. Et Ager, qui est aussi chargée d'affaires export, référente santé PMO pour Business France Arabie Saoudite. Donc, c'est Pierre qui aura le lead sur la présentation de ce matin et qui va donc nous dresser un panorama complet, on l'espère, sur ces trois pays concernant le marché de la santé et de la e-santé. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur la présentation de BCI. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà. Comme vous le savez, on est une asso financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. On a plus de 1000 adhérents à ce jour à l'association. Je vous laisserai lire en détail ces différentes diapos qui vous présentent nos différents services. Vous savez qu'on est là à votre service pour vous accompagner dans votre développement commercial à l'international. On est aussi là pour vous informer et vous sensibiliser aux différents marchés qui s'offrent à vous. Un petit focus, par contre, sur les différents outils que l'on vous offre. Donc, BCI Info, j'en ai parlé il y a quelques secondes à propos de la présentation de ce webinaire et du podcast. BCI Info, c'est une plateforme qui est à votre disposition sur laquelle vous pouvez trouver des veilles marchés, des veilles techniques et réglementaires, des synthèses marchés. Et aussi, vous avez, grâce à BCI Info, une base de données d'acteurs étrangers et d'organismes pour alimenter votre ciblage et votre réseautage pour vous aider dans votre développement. BCI Connect, c'est un nouveau service que l'on a mis en place depuis plus d'1 an maintenant, destiné aux dirigeants adhérents de BCI. C'est une plateforme en toute confidentialité sur laquelle les dirigeants peuvent échanger leur expérience et exposer leurs problématiques
entre eux, discuter de leur stratégie de développement. Donc, c'est confidentiel et ça ne se fait uniquement que de dirigeant à dirigeant. Un dernier petit focus sur ce nouveau service que l'on met en place et qui sera opérationnel en fin d'année, on l'espère. Donc, c'est un e-catalogue qui va présenter toutes les entreprises adhérentes à Bretagne Commerce International, ou tout au moins celles qui sont d'accord pour y figurer. L'objectif, c'est vraiment de vous mettre en avant et de dresser un catalogue de toutes les compétences et les champs d'expertise disponibles en Bretagne. On vous contactera pour vous en dire plus à propos de ce e-catalogue, notamment après le 5 octobre, date de notre Assemblée générale, à laquelle vous pouvez toujours vous inscrire, Assemblée générale qui se déroulera à Passé au Ponant. Je vais passer sur le reste des prestations. Un dernier petit point à propos de l'Open de l'International. Le grand rendez-vous que vous connaissez tous maintenant, c'est l'occasion pour vous, comme on le dit maintenant depuis 10 ans, de faire le tour du monde en une journée. Cet Open de l'International, il a réuni plus de 800, enfin presque 800 participants sur l'édition en ligne de 2021. C'est l'occasion pour vous, donc comme je le disais, de faire le tour du monde en une journée parce que vous pouvez rencontrer et échanger avec nos prestataires agréés qui font le déplacement en Bretagne pour vous rencontrer. Donc cette journée, ce sont des rendez-vous B2B entre vous, entreprises, et avec notre réseau de prestataires agréés. Il y a plus de 70 pays représentés. Généralement. Et puis, vous pouvez aussi avoir accès à des tables rondes, des retours d'expérience, de nombreux ateliers d'information et focus pays. Vous avez aussi une partie bonne pratique où vous pouvez échanger avec d'autres entrepreneurs. Et on vous propose aussi cette année, donc l'année prochaine, pour ce 10e anniversaire qui se déroulera le 4 juillet donc 2022, on vous propose à nouveau un village de partenaires. Donc, notez dans vos agendas le lundi 4 juillet 2022 pour les 10 ans de l'Open de l'International. Je vais céder la parole à Pierre. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le marché de la santé au Moyen-Orient. Donc, Pierre va nous faire une brève introduction et nous donner quelques éléments de cadrage pour nous parler donc du secteur de la santé. On abordera successivement l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. Et puis, pour chaque pays, donc, seront abordés le contexte épidémiologique, un petit point donc sur le secteur santé e-santé, quelles sont les infrastructures et comment est structuré le système de santé. Un point Covid aussi sur chacun des 3 pays, puisque ça a eu un impact conséquent sur l'organisation et le maillage de ce secteur santé sur les 3 pays. On fera un petit point sur la présence française, etc. Je vous laisse la parole. Pierre, on va démarrer avec l'Arabie Saoudite. Donc, je vous laisse la parole. Je vais passer les slides pour vous, si vous voulez, ou je vous donne la main, comme vous voulez. Non, je veux bien que vous les passiez, si c'est possible. Il n'y a pas de souci. Je vous indiquerai slide suivante à chaque fois, si ça vous va. Ça me va. Je vous laisse la parole. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Karen. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer donc par quelques éléments de cadrage qui sont valables pour l'ensemble de la région, avec 3 messages. Le premier, c'est que, comme l'a dit Karen, effectivement, le contexte aujourd'hui est favorable à la relance des échanges économiques en santé dans la région, sans doute dans le monde d'une manière plus générale, dans le contexte qui est celui de la sortie de la pandémie de Covid-19. La pandémie a fait apparaître un besoin de renforcement des capacités en matière de réponse sanitaire, que ce soit la veille, l'anticipation, la surveillance, les mécanismes d'alerte, bien sûr tous les outils de détection, de diagnostic, PCR, nouveaux sérologies, nouvelles méthodes de dépistage, et puis les traitements et les vaccins, en particulier tout ce qui relève du biomédicament et des médicaments d'origine biologique, dans lesquels on peut inclure les vaccins. Il faut, pour la région Moyen-Orient, ajouter à cela, à ce contexte, le fait que ces pays, compte tenu de leur position géographique notamment,
et de leur modèle économique sont désireux de jouer un rôle moteur dans la réponse aux défis de santé au niveau non seulement national des besoins de leur population, mais aussi au niveau régional, voire à un niveau global en se positionnant comme des plateformes logistiques et de production en santé avec une vocation de hub qui est particulièrement marquée pour certains de ces pays et qui a commencé d'ailleurs à se concrétiser, à se développer avec des livraisons de vaccins dans des pays voisins. Le deuxième message que je voudrais passer, c'est que ces changements liés à la crise et à la sortie de crise que nous connaissons aujourd'hui s'inscrivent dans un processus de plus long terme qui est celui d'une réforme profonde des systèmes de santé dans la région. Cette réforme a été impulsée principalement depuis le tournant de l'année 2015 et en lien avec les chutes durables des cours pétroliers qui ont obligé ces pays à impulser des changements importants dans la structure de leurs économies, avec un effort de diversification qui n'est pas nouveau, mais qui s'est considérablement accéléré depuis 5 ans et encore plus depuis 3 ans, avec, par exemple, pour l'Arabie saoudite, la vision 2030 portée par le prince héritier qui met l'accent très fortement sur la diversification économique et qui identifie le secteur de la santé comme un des secteurs émergents absolument stratégiques pour l'économie saoudienne de demain. Je reviendrai plus longuement à propos des 3 pays sur les caractéristiques de ces réformes et de ce processus, mais en 2 mots, donc, il s'agit à chaque fois du constat d'une augmentation importante des besoins de santé liés à la fois à une croissance démographique importante et à un vieillissement de la population avec une prévalence croissante des maladies liées à un mode de vie occidentalisé, donc des maladies chroniques, des maladies de surcharge. Donc on a un profil épidémiologique qui combine à la fois des caractéristiques de pays jeunes avec des problématiques de maladies infectieuses et de santé mère-enfant, mais aussi de plus en plus des caractéristiques de société et de population plus âgée avec des problèmes de maladies chroniques. Le deuxième élément clé dans cette réforme en cours des systèmes de santé, c'est, comme je l'évoquais à travers la problématique des cours pétroliers, c'est la contrainte budgétaire croissante qui amène ces pays à passer de modèles dominés très largement par le secteur public, qui était fondé sur le principe d'une offre gratuite de soins de santé accessible à toute la population et financée par l'État, vers des mécanismes de partenariat public-privé, en partie financés également de manière privée à partir d'assurances santé. Dernier message enfin pour ce bref cadrage, une remarque sur la position de la France. Nous ne sommes évidemment pas seuls dans cet environnement. La concurrence est forte et a tendance à se durcir, à se complexifier, puisque à la prépondérance traditionnelle dans cette région des pays anglo-saxons, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Australie, s'ajoute depuis quelques années une place accrue des acteurs asiatiques, la Chine au premier chef, la Corée, et puis avec les accords d'Abraham signés par un certain nombre de ces pays aussi, une présence croissante d'Israël. Face à ce contexte, un avantage comparatif de la France qu'il faut, je pense, avoir en tête tient à son rayonnement, son influence en termes scientifiques et culturels. La réputation de la France reste assez traditionnelle dans ces pays, fondée sur notre image de nation, de culture, mais aussi d'excellence scientifique, en particulier dans le domaine de la santé. Et cela se traduit par l'existence depuis plus d'une dizaine d'années d'un important programme de coopération intergouvernementale entre la France et chacun des pays du Golfe pour la formation de médecins spécialistes de la région dans les CHU, dans les hôpitaux et universités françaises.
Et donc, il y a chaque année plus d'une centaine de médecins, de jeunes médecins généralistes des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe qui viennent effectuer leur internat en France avec des séjours qui s'échelonnent entre 5 et 10 ans. Cela fait autant de relais et d'ambassadeurs de notre pays dans la région et ce sont des points d'appui et des contacts tout à fait précieux pour investir ces institutions et ces pays. Le deuxième aspect de ce rayonnement français sur lequel nous pouvons nous appuyer, me semble-t-il, c'est la visibilité d'un certain nombre de labels en matière éducative. Je pense par exemple à la Sorbonne à Abu Dhabi, qui dispose en particulier d'un centre en intelligence artificielle qui travaille, dont le thème de la e-santé est un des axes de travail, ou encore des fleurons peut-être plus traditionnels comme l'Institut Pasteur, l'Institut Gustave Roussy, qui font l'objet de demandes d'ouverture d'antennes dans la région. C'est le cas aux Émirats, c'est le cas au Koweït, et ce sont évidemment des facteurs importants pour notre image et pour les interactions entre le monde éducatif, la recherche et le monde économique qui sont décisives dans ce secteur. Voilà. J'en ai terminé avec ce point de cadrage. On peut peut-être passer Merci donc, Pierre. On peut peut-être passer au premier pays sur lequel je vais m'appesantir peut-être davantage que sur les autres parce qu'un certain nombre de problématiques sont communes. Donc l'Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, c'est d'abord le plus important pays de la région, hein, avec 35 millions d'habitants. Je présenterai d'abord le contexte épidémiologique qui se caractérise par une augmentation importante dans les prochaines années des besoins en santé dans ce pays, pour des raisons à la fois donc démographiques et épidémiologiques. Sur le plan démographique, il faut avoir en tête les perspectives de croissance rapide de ce pays qui est jeune, 3% de croissance démographique par an, un taux de fécondité de l'ordre de 3 à 4 enfants par femme, une population qui est jeune, qui est à 60% aujourd'hui formée de gens de moins de 30 ans, et des perspectives donc d'augmentation de la population qui nous conduisent à une cible de l'ordre de 45 millions d'habitants d'ici 2030. À côté de cela, un phénomène d'allongement de l'espérance de vie, aujourd'hui de l'ordre de 76 ans. On estime qu'elle devrait passer en 2050 à 82 ans. Et que donc la part évidemment des populations âgées de plus de 65 ans, aujourd'hui inférieure à 1%, va significativement augmenter. De ce fait, donc, un contexte épidémiologique qui est décrit dans la diapositive, qui se caractérise par, d'une part, des problématiques de type problèmes périnataux ou nutritionnels qui gardent une place significative, ainsi que les problèmes de maladies infectieuses, maladies transmissibles. À peu près au total, le tiers des causes de mortalité sont liées à ces problématiques que je regrouperai sous le thème santé, mère, enfant. Et puis les 2 tiers des décès qui sont liés au contraire à des maladies chroniques survenant davantage à des âges plus avancés. Et il faut souligner là-dedans la place importante des maladies de surcharge liées au mode de vie, maladies cardiovasculaires, 37% des décès, première cause, cancer, 10%, diabète, 3% des décès seulement, mais une prévalence parmi les plus élevées du monde en termes de diabète, puisque près de 20% de la population est concernée. Ce point des maladies chroniques est d'autant plus significatif dans la région que la population possède en Arabie, comme dans les autres pays du Moyen-Orient, un profil génétique particulier
du fait de l'importance de la consanguinité liée notamment à des traditions culturelles. Et on estime que ce sont près de 20% de la population qui sont concernés par des caractéristiques génétiques de consanguinité. Voilà. Ce qui fait le lit d'un certain nombre de maladies, maladies chroniques classiques et puis des maladies rares aussi qui tiennent une place particulière. Dans ce contexte-là, donc de forte augmentation des besoins prévisibles sur les 10 années qui viennent, la caractéristique, je crois, saillante, c'est l'insuffisance aujourd'hui ou l'incapacité du système d'offre de soins, du système de santé à répondre à tous les défis qui se posent. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. Karen, est-ce qu'on peut… Oui, merci. Trois faiblesses, principalement. La première, c'est la gouvernance du système. Elle est complexe. On a affaire à un système de santé qui est fragmenté et cela se répercute de manière négative sur l'efficience, sur l'efficacité et sur la qualité des soins. L'enjeu, comme en France, c'est de fournir de meilleurs soins au meilleur prix et avec un meilleur accès de chacun, indépendamment de son âge, son sexe, sa situation sociale ou sa localisation dans le territoire, ce qui n'est pas un mince défi dans un pays comme l'Arabie, vaste comme un continent et comportant de nombreuses régions assez difficiles d'accès. Cette gouvernance, ce problème d'efficacité se lit dans deux chiffres. Hein. Enfin, le poids de la santé au total, c'est 44 milliards de dollars dépensés en 2020, 4% du PIB, 16% du budget de l'État. La fragmentation du pilotage de la santé se traduit dans le fait que plusieurs ministères, plusieurs départements ministériels sont en charge de l'offre de soins et détiennent une partie de la capacité en santé, sur le plan notamment hospitalier, en nombre de lits. Donc le total du nombre d'hôpitaux, hein, c'est de l'ordre aujourd'hui de 750 à travers le royaume, une capacité en moyenne de 300 lits. 300 à 500 lits. Le secteur public représente les deux tiers encore aujourd'hui de cette offre hospitalière, avec 500 hôpitaux. Le secteur privé, 270. Dans le secteur public, il faut insister encore une fois sur la fragmentation, puisque sur les 500 hôpitaux, la moitié dépendent du ministère de la Santé. C'est en quelque sorte le socle principal de l'offre de soins. Mais il y a ensuite un important dispositif hospitalier qui est lié au ministère de la Garde nationale, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur et aussi à la compagnie nationale Saudi Aramco. Avec souvent dans ces structures qui sont de plus petite taille que celles du ministère de la Santé, mais qui recouvrent quand même l'ensemble du territoire saoudien, une qualité et un équipement supérieur à ce que l'on peut trouver dans les hôpitaux du système de la santé, du ministère de la Santé. On ajoutera à cela, donc, pour être complet dans la description du système de santé, le rôle du ministère de l'Éducation, qui a la tutelle sur les hôpitaux universitaires et les facultés de médecine. À côté de ces moyens, l'insuffisance de l'offre se traduit par des ratios qui ne sont pas très bons. On est à donc 2 lits en moyenne pour 1000 habitants, là où le ratio moyen est de l'ordre de 7 dans le monde. En termes de personnel soignant, 100 000 médecins aujourd'hui en Arabie, soit un peu moins de 3 pour 100 000 habitants. Ces indicateurs sont inférieurs à ce qu'on peut observer dans des pays de richesse, de niveau de revenus comparables.
il faut aussi souligner l'importance des expatriés, de la proportion d'expatriés dans, dans le personnel de santé saoudien, à tous les niveaux, que ce soit au niveau paramédical ou au niveau médical. Cette proportion est plutôt supérieure légèrement supérieure à ce qu'on observe dans la population générale. Dans la population générale d'Arabie, il y a 30% d'expatriés. Dans le personnel soignant, ces chiffres atteignent 40 à 60%. Diapositive suivante. Donc, à côté de cette gouvernance non optimale et de ces capacités insuffisantes, il faut insister en termes de produits, d'équipements et de biens de santé sur la forte dépendance aux importations qui caractérisent le marché saoudien. Aujourd'hui, en moyenne, ce sont 80% des produits consommés en Arabie saoudite qui proviennent d'importations. C'est particulièrement vrai pour ce qui est des dispositifs médicaux qui sont importés à 95%, mais c'est vrai aussi des médicaments, où là on est plutôt sur une proportion de produits importés de l'ordre de 70%, avec une trentaine seulement de producteurs locaux et qui se situent souvent en aval de la chaîne de valeur, au niveau plutôt de conditionnement, de remplissage, plutôt qu'au niveau de l'innovation proprement dite. Je soulignerai à cet égard donc le poids des exportations françaises. Elles étaient évaluées en 2020 à 400 millions de dollars. Voilà. Merci Karen. Peut-on passer à la diapositive suivante? S'il y a des questions, n'hésitez pas parmi les participants à rebondir sur ce que dit Pierre sur tel ou tel sujet. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, est-ce que je poursuis? Je peux poursuivre ou on attend un peu? Oui, allez-y, je vous en prie. On continue. Donc, peut-être que sur la base de cette analyse, je voudrais maintenant insister sur les trois tendances principales, je crois qu'il faut avoir à l'esprit pour les 10 prochaines années. Donc, trois tendances, trois éléments importants. Le premier, c'est l'augmentation de capacité en termes de construction d'hôpitaux, d'offres donc de lits, de formation des personnels de santé et de production des biens et services. Pour répondre aux besoins que nous avons décrits, l'Arabie planifie un important développement du secteur santé sous l'impulsion de l'État et du plus haut niveau de l'État dans le cadre de la vision 2030. Cette augmentation des capacités va se traduire notamment par des constructions d'hôpitaux. Il est prévu 260 centres hospitaliers de type primaire ou secondaire nouveaux dans la décennie qui vient, soit une augmentation de plus de 50%, ainsi que la création de 5 cités médicales. Les cités médicales sont les hôpitaux de référence, ici les hôpitaux tertiaires. Ce développement a pour but donc de faire passer le nombre de lits, d'accroître le nombre de lits de plus de 50 000 d'ici 2030, ce qui représenterait une augmentation on passerait de 70 000 lits à 120 000 lits au total, une augmentation de plus de 70%. Le budget d'investissement prévu sur la période, donc sur la décennie, pour développer ces capacités hospitalières est de l'ordre de 67 milliards de dollars dans la planification, la programmation budgétaire pluriannuelle de l'Arabie saoudite. Le deuxième élément de développement, c'est la formation des personnels de santé.
Aujourd'hui, le nombre de médecins donc, est de l'ordre de 110 000 sur le pays. L'idée est d'accroître cet effectif de l'ordre de 15 000 supplémentaires, donc une augmentation de près de 15% d'ici 2030. C'est dans ce cadre que le pays fait appel à un certain nombre de partenaires internationaux pour envoyer ces médecins se former et surtout se spécialiser à l'étranger. Quelles sont les spécialités dont le pays a besoin et donc les médecins spécialistes dont il a besoin? Plusieurs ressorts. Donc, j'ai évoqué les maladies infectieuses, les maladies transmissibles, les enjeux de prévention, de surveillance et de gestion de crise liées aux épidémies. Les questions de santé maternelle et de pédiatrie sont importantes. Les maladies génétiques, les maladies rares sont également identifiées comme un besoin. Je soulignerai aussi la place de la médecine d'urgence, la médecine de catastrophe, de la traumatologie, les accidents de la route étant la principale cause de mortalité dans le pays pour les personnes inférieures à 65 ans. Dans les spécialités qui répondent aux besoins de personnes plus âgées, donc dans les maladies chroniques, ce sont les maladies endocriniennes, les maladies de surcharge, le diabète, qui font l'objet des besoins les plus importants, mais aussi tout le champ cardiovasculaire, cardiologie, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire, la cancérologie qui est en plein développement. Et puis, lié donc au vieillissement et aux perspectives de vieillissement prévisibles, il faut souligner l'effort du Royaume pour se doter de capacités en matière de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de santé mentale et de soins à domicile. Sachant que le modèle ici, pour des raisons culturelles, est peu favorable au développement de EHPAD, de maisons de retraite sur le modèle qu'on connaît en France ou en Europe, mais devrait conduire à privilégier plutôt les soins à domicile ou les formules d'hospitalisation de jour, ainsi que la télémédecine et le développement des outils numériques. J'y reviendrai. Je terminerai cette description des spécialités et donc des secteurs porteurs en évoquant bien sûr tout ce qui relève de la biologie médicale, hein, des laboratoires d'analyse où il y a des besoins extrêmement importants, et aussi de la radiologie, de l'imagerie médicale. La deuxième caractéristique importante dans l'évolution du système de santé saoudien, c'est que dans le cadre de ce développement que je viens de décrire, de cette augmentation quantitative des capacités, il est prévu de faire une place considérable au secteur privé. Aujourd'hui, j'ai souligné que celui-ci représentait à peu près 30% de l'offre. L'objectif, c'est que dans 10 ans, ce soit 70% de l'offre de soins saoudienne qui soit assurée par le secteur privé. L'idée est dans la réforme du système de santé, de recentrer les structures publiques et en particulier les administrations, les ministères, le ministère de la Santé et les agences de santé sur une mission de régulation et de contrôle en déléguant au secteur privé tout ce qui relève de l'opérationnel, du développement des hôpitaux et de l'offre de soins. Le rythme de croissance donc, de l'offre de soins privée en Arabie Saoudite est depuis 2015 de plus 3% par an et devrait passer plutôt à plus 5% par an dans les 10 années qui viennent. En association, en lien avec ce développement du secteur privé, l'évolution des modes de tarification. Aujourd'hui, une tarification largement sur la base d'une dotation budgétaire aux établissements de soins, et on passerait à un développement, en tout cas pour partie, de la tarification à l'activité, à laquelle travaille le ministère de la Santé aujourd'hui. Des travaux sont également conduits pour développer des méthodes de financement faisant appel à l'approche dite value-based healthcare, soins de santé
basée sur la valeur, donc en reliant le financement aux bénéfices mesurés pour le patient. Une législation a été récemment adoptée pour développer la couverture maladie privée, donc le développement d'assurances privées chez les particuliers, chez les employeurs surtout, avec l'objectif que d'ici la fin de la décennie, ce soit au moins 30% du financement de la santé qui soit assuré de cette manière-là. Diapositive suivante, Karen, s'il vous plaît. À côté donc de ce développement quantitatif et de cette place du secteur privé, donc du développement des partenariats publics-privés, je crois que la deuxième grande tendance à mettre en exergue en Arabie Saoudite, c'est le développement de la santé numérique, qui a été accéléré par la pandémie et qui couvre plusieurs niveaux de réponse aux besoins de santé. C'est d'abord un outil important de prévention, avec le développement lors de la pandémie d'applications de traçage des cas de Covid, l'application Tawakalna, qui a fait la preuve de son efficacité, qui a fait la preuve des capacités du royaume dans ce domaine. Des volontés aussi de développer l'analyse prédictive, les capacités diagnostiques et la médecine prédictive basée sur l'analyse de grandes quantités de données et l'intelligence artificielle en santé. C'est particulièrement vrai compte tenu du profil génétique de la population et il y a un programme au niveau des ministères impliqués dans la santé, et notamment du ministère de la Garde nationale, consistant à analyser le génome des populations saoudiennes et à établir un profil prédictif de pathologie en lien avec ce génome. Et puis le troisième volet de la e-santé, de la santé digitale en Arabie, c'est améliorer l'accès aux soins compte tenu, encore une fois, des limites qui existent aujourd'hui en termes d'offres de soins et des problèmes d'accès. C'est le développement de la télémédecine. Un certain nombre de stratégies donc, sont développées au niveau national dans ces différents domaines, en particulier dans la télémédecine, qui est le domaine parmi les plus avancés, qui est en cours de déploiement. L'ensemble est piloté par un comité national de la transformation numérique qui a été mis en place en 2017. Et il y a un opérateur important qui est la SDAIA, le Saudi Department for Artificial Intelligence, qui travaille en partenariat avec des acteurs privés et qui est avide de partenariats avec des opérateurs privés, des startups, des entreprises numériques pour développer les outils numériques de la santé de demain en Arabie. Diapositive suivante. Je terminerai ce point sur l'Arabie en évoquant les impacts du Covid. Je les ai un petit peu déjà abordés au fil de mon exposé. Ce qui est frappant, c'est globalement la bonne maîtrise de cet épisode de crise par l'Arabie saoudite, qui évidemment a été surprise, comme l'ensemble des pays du monde, qui a su très vite mettre en place des mesures barrières, des mesures préventives rigoureuses, fermeture des frontières, obligation de port des masques et de respect des mesures barrières, limitation des rassemblements. Ce qui est frappant, c'est le développement très rapide d'outils numériques. J'ai cité l'application Tawakalna de gestion de la traçabilité, du traçage des cas. On peut évoquer aussi une autre application, CEHALTI, qui a grandement facilité l'accès aux tests de dépistage PCR et tests rapides antigéniques. Et également, depuis le printemps, l'accès aux vaccins, les vaccins approuvés en Arabie Saoudite étant le AstraZeneca, Pfizer et Moderna. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'Arabie Saoudite a vu dans la pandémie l'opportunité de développer ses capacités de production avec des partenariats signés avec un certain nombre de groupes privés. C'est le cas avec le français Sanofi. C'est le cas aussi avec des groupes américains, notamment Pfizer, BioNTech et Moderna.
ainsi qu'avec le pseudo-britannique AstraZeneca, avec l'espoir pour l'Arabie saoudite d'être aussi un site de production de vaccins. Je signale à cet égard que Sanofi possède déjà, au niveau de la King Abdullah Economic City à Jeddah, un site de production vaccinale et de production d'insuline, pionnier en Arabie saoudite. Voilà, je m'arrête là pour l'Arabie. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'Arabie saoudite? N'hésitez pas avant que l'on enchaîne sur le deuxième pays. Écoutez, je vois pas de questions arriver, Pierre, donc on va pouvoir poursuivre sur les Émirats arabes unis. Très bien, merci Karen. Donc les Émirats arabes unis, c'est le deuxième pays en importance du marché dans la région. On va retrouver très largement les caractéristiques que j'ai décrites sur l'Arabie saoudite, donc je vais passer plus rapidement, si vous le voulez bien, donc sur un profil démographique également caractérisé par une population qui est encore jeune, avec, c'est d'abord une population beaucoup moins importante, hein, c'est de l'ordre de 9 millions d'habitants, c'est une part d'expatriés très importante, de l'ordre de 90% de la population. C'est une population donc encore jeune, où les plus de 65 ans ne représentent qu'un peu plus de 1% aujourd'hui, mais c'est aussi une population qui vieillit et qui est confrontée peut-être plus encore que l'Arabie à des problèmes de vieillissement et de maladies chroniques. Ce sont près de 80% aujourd'hui des décès qui sont liés à des pathologies non transmissibles, en partie liées au mode de vie, au vieillissement, maladies cardiovasculaires, cancer, affections respiratoires chroniques, diabète, avec également le terrain génétique particulier marqué par la consanguinité que j'ai décrit pour l'Arabie saoudite. Là encore, en termes de capacité aujourd'hui, on est sur des indicateurs qui sont plutôt inférieurs à la moyenne mondiale, hein, de l'ordre de 3 médecins pour 1000 habitants, de 6 infirmières pour 1000 habitants. Un marché de la santé donc, qui se développe rapidement, à plus de 10% par an depuis 2015 et qui aujourd'hui dépasse même les 16 milliards d'euros. Diapositive suivante. Je voudrais insister sur une caractéristique particulière d'abord des Émirats, peut-être par rapport à l'Arabie. C'est alors d'abord, non, pardon, je vais peut-être d'abord, pour plus de clarté, décrire rapidement ce qui figure sur la diapositive que vous avez devant les yeux. Donc, c'est une description du système. On retrouve là encore les caractéristiques que j'ai décrites pour l'Arabie. Un secteur public aujourd'hui prédominant, de l'ordre de 60%, structuré là encore de manière assez complexe, complexité, fragmentation qui tiennent en particulier aux Émirats à la structure fédérale de l'État émirien et du coup à la très forte décentralisation de la gestion de la santé. Il y a un ministère de la prévention et de la santé publique, mais qui est une structure avant tout dédiée à la prévention et à une régulation globale. Mais ensuite, l'essentiel de la définition et de la mise en œuvre de l'offre de santé sont assurés au niveau des principaux Émirats eux-mêmes, donc par l'autorité de santé de l'Émirat d'Abu Dhabi et par la Dubai Health Authority pour les Émirats de l'Est du pays. Il faut noter la présence de grands groupes privés, de grandes chaînes de cliniques privées
qui détiennent l'essentiel du marché de l'offre de soins, du marché de soins privés aux Émirats, tels que Mediclinic notamment. Diapositive suivante. En termes donc de produits de santé, dispositifs, médicaments, biotech, le marché aux Émirats est estimé donc à 950 millions d'euros. Il était estimé à 950 millions d'euros en 2019. Il devrait dépasser le milliard d'euros cette année. Bon, là encore, des caractéristiques assez proches de celles que j'ai décrites pour l'Arabie, c'est-à-dire une très nette prédominance de l'importation, avec comme partenaire majeur les États-Unis, 25%. La France occupe une place assez modeste, hein, elle est à l'origine de 3% des dispositifs et équipements médicaux importés aux Émirats. Dans le secteur pharmaceutique, on a un petit peu les mêmes caractéristiques, hein, un volume de 4 milliards de dollars du marché, une croissance qui est importante, hein, qui est de l'ordre de 10% par an attendue dans les 10 prochaines années. Une présence d'acteurs français tels que Sanofi, Servier, dans le pays. Ce sur quoi je voudrais insister à cet égard, et qui est vraiment une spécificité des Émirats, c'est sa vocation de hub régional, qui a été encore renforcée par la pandémie. Ça se traduit de différentes manières. Ça se traduit par la volonté d'attirer, ce n'est pas propre aux Émirats, c'est le cas aussi de l'Arabie, mais les Émirats ont de l'avance dans ce domaine, le fait d'attirer les sièges régionaux de grands groupes pharmaceutiques ou de groupes leaders en termes d'offres de soins. Pour la France, j'ai cité Sanofi, Servier. On peut également mentionner le groupe Orpea Clinéa qui développe une offre en matière de prise en charge des personnes âgées et de la santé mentale dans toute la région et qui est basée, qui a une antenne importante à Dubaï. Cette volonté d'être un hub donc en termes commercial s'accompagne de plus en plus aussi de la volonté de localiser les productions pharmaceutiques et d'être aussi un hub en termes donc de production pour la région de produits de santé, de biotechnologie. Je citerai là l'exemple qui a été lié à la pandémie de Covid, de production locale de vaccins contre le Covid, qui est en cours de développement après que les Émirats se sont associés à des essais cliniques de phase 3 conduits par un groupe privé qui est le G42. Le G42, un groupe émirien dépendant du fonds saoudien, du fonds souverain émirien, qui est un groupe comportant une gouvernance où l'influence chinoise, il faut le dire, est assez importante, en lien avec les structures publiques de santé, contribué à l'organisation d'essais cliniques à la fois du vaccin chinois Sinopharm, également du vaccin russe Sputnik 5 en 2020 et 2021. Et ces cliniques de phase 3 qui pourraient donc déboucher aujourd'hui sur la mise en place de capacités de production locale du vaccin Sinopharm. Donc ça, c'est un des aspects donc, de cette volonté de se positionner en hub régional sur la recherche, le développement, la production, la mise en place d'essais cliniques. Un autre aspect qui est important, je pense, c'est la volonté aussi de développer le tourisme médical et d'être un hub international en termes de tourisme médical. Cela se traduit par la mise en place de zones franches comme la Dubai Healthcare City, qui sont dédiées à ce type d'activité. Et puis, il y a aussi plus simplement une volonté d'être un hub logistique, un lieu de stockage, de transit, de diffusion des produits de santé. Et cela a été aussi accentué par la pandémie
l'Émirat d'Abu Dhabi a mis en place ce qu'on appelle le HOP Consortium, qui est une alliance, une initiative réunissant structures publiques, à la fois donc autorité de santé d'Abu Dhabi, autorité des ports, autorité portuaire d'Abu Dhabi et entreprises privées pour le stockage, le conditionnement et la diffusion de vaccins et de produits de lutte contre le Covid. Et je citerai aussi un peu dans le même ordre d'idée l'existence à Dubaï de la Cité humanitaire internationale, qui est un lieu de stockage et de diffusion, qui est le principal hub logistique d'ailleurs des Nations Unies et de l'OMS, et qui donc cherche à s'approvisionner davantage dans la région et peut être aussi un débouché important pour des producteurs ou exportateurs français en santé. Diapositive suivante. On va peut-être passer à la suivante ou... à la suivante. Je vois qu'elle y était d'ailleurs 2 fois, oui, c'est une erreur. On va passer encore à la suivante, s'il vous plaît, Karen. Merci. Pour souligner donc le deuxième grand point, je crois, à relever en ce qui concerne les Émirats, qui est le développement extrêmement avancé de la santé digitale. C'est un marché qui est estimé à 2 milliards d'euros dès 2022, avec une croissance annuelle, là encore, de plus de 10% par an. On retrouve les mêmes axes de développement qu'en Arabie Saoudite, mais avec une maturité supérieure. D'une part, la gestion des données, des grandes masses de données, le big data en santé, qui fait l'objet d'une stratégie au niveau des Émirats, sur lequel la France développe actuellement un partenariat impliquant le Centre de la Sorbonne en intelligence artificielle. Je soulignerai le lien qui existe entre ce développement de capacités de gestion des données numériques en santé et l'évolution des modes de financement du système de santé avec la place accrue des assurances privées. Le deuxième axe, donc, qui est celui du développement de la médecine prédictive, des outils diagnostiques basés sur l'intelligence artificielle. Et il y a eu là des réalisations intéressantes, par exemple de tests Covid réalisés en partenariat avec des universités anglo-saxonnes aux Émirats. Et puis la télémédecine qui est aussi qui a énormément progressé, qui a même explosé pendant la crise. 50 000 consultations virtuelles au troisième trimestre de l'année 2020, qui ont en partie compensé une diminution importante des consultations physiques qui avaient baissé de 70% entre mars et juin 2020 aux Émirats. Cela va jusqu'au développement du premier hôpital virtuel de la région aux Émirats, en partenariat avec le ministère de la Santé émirien. Donc, place importante de la e-santé. Et puis, dernier axe important et spécifique peut-être des Émirats, donc c'est la place de la silver economy. C'est à la fois une réponse à l'évolution démographique prévisible, mais aussi le fruit d'une stratégie délibérée de développement de l'attractivité de ces publics, de cette patientèle-là, dans la logique justement de faire des Émirats un hub de tourisme médical. Ça se traduit par plusieurs éléments, cette stratégie de silver, de développement de la silver economy. C'est l'augmentation des capacités, l'augmentation prévisible et déjà engagée des capacités en termes de soins de longue durée, de soins de suite et de réadaptation, de santé mentale,
comme je l'ai dit, et comme en Arabie, le modèle des EHPAD, a priori, ne sera pas celui qui sera privilégié dans ce pays. Et Orpea, notamment, qui est le leader français européen sur ces aspects, réfléchit à des solutions donc plus innovantes, adaptées à ces pays, qui mettent l'accent sur la prise en charge à domicile et sur les soins, l'accompagnement à distance grâce aux outils numériques. Autre illustration de la volonté, de la détermination de ces pays en matière de cyberéconomie, c'est la création récente d'un visa senior par les autorités locales pour attirer les personnes de plus de 65 ans qui disposent d'un pouvoir d'achat conséquent. Diapositive suivante. Je terminerai donc juste simplement ce point sur les Émirats en soulignant l'importance du salon Arab Health, qui est un salon à rayonnement régional et même mondial qui se tient chaque année à Dubaï. Le prochain se tiendra donc du 24 au 27 janvier 2022 dans le cadre de l'Expo universelle de Dubaï, l'Expo 2020. La France y aura un important pavillon, qui est celui qui sera le pavillon français de l'exposition universelle. Et l'association de promotion des entreprises françaises en santé à l'export, French Healthcare, animera un certain nombre de sessions thématiques à cette occasion sur la diabétologie, sur la cancérologie, sur la prise en charge materno-infantile, notamment. Voilà. Je rebondis juste sur ce que vous dites à propos du salon Arab Health. Il y aura un pavillon collectif régional Bretagne au sein du pavillon France Business France. Donc, si vous voulez vous inscrire, soit en tant qu'exposant, soit en tant que visiteur, on vous propose plusieurs formules. Votre contact chez nous, c'est Nadine Lemarié. Je vous ai mis ses coordonnées ici. On passe au Qatar, à moins qu'il y ait des questions sur les Émirats. Bon, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, après le webinaire, on est à votre entière disposition. Hein. C'est tout à fait facile et rapide d'organiser des visios ou des échanges téléphoniques avec vos chargés d'affaires, soit Catel, soit Nicolas, qui peuvent vous recontacter rapidement et échanger des visios avec les conseillers Business France dans les différents bureaux. Donc, on passe à cette troisième partie, Pierre, si vous voulez bien, sur le Qatar. Oui, merci Karen. Donc, le Qatar, je vais rester vraiment assez fortement dans les axes que j'ai évoqués jusqu'ici, puisqu'on est sur une situation similaire avec un pays qui est encore plus petit, de l'ordre de 5 millions d'habitants. Des caractéristiques qui dénotent une maturité peut-être plus grande du système de santé. Espérance de vie au Qatar, donc c'est une des plus importantes de la région, supérieure à 80 ans aujourd'hui. Une croissance démographique qui est moins forte, de l'ordre de 2% par an. Des perspectives en termes de vieillissement qui sont clairement plus importantes que ce n'était le cas aux Émirats et a fortiori en Arabie. Une dépense publique en santé donc prévue à près de 7 milliards d'euros de dollars en 2022. Un système de santé qui est un peu mieux doté que ce que j'ai décrit pour l'Arabie et les Émirats, avec près de 8 médecins pour 1000 habitants, de 7 infirmières pour 1000 habitants, et toujours un poids croissant des maladies chroniques non transmissibles, des maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, infections respiratoires chroniques. À noter la prévalence importante de l'obésité et des problèmes de carie chez les enfants qatariens. Diapositive suivante. En ce qui concerne les infrastructures, donc un système là aussi dominé par le secteur public aujourd'hui. Non, pardon, excusez-moi, je me trompe. Non, c'est un système qui là est d'ores et déjà à prédominance privée. On est plutôt sur 2/3 de l'offre qui d'ores et déjà sont privées et donc un marché plus mature. Une vingtaine d'hôpitaux publics et
Euh, Comme cette diapositive présente, comme vous pouvez le lire, les principales caractéristiques donc, à avoir à l'esprit lorsqu'on veut s'implanter sur le marché de l'offre de soins, le marché du soin au Qatar. Donc, la nécessité de se faire référencer sur une liste de vendeurs de la Hamad Medical Corporation pour pouvoir répondre aux appels d'offres qui sont lancés. Et donc les caractéristiques fiscales que je ne développe pas, qui sont décrites dans cette diapositive. On peut passer à la suivante. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, il n'y a pas de production locale, donc l'entièreté des produits consommés est importée. Pour le secteur pharmaceutique, la production locale existe, mais elle est très modeste. Sanofi et Servier sont les principaux producteurs français présents localement. Là encore, la volonté est d'augmenter la capacité de production locale en parallèle d'une augmentation de la part du secteur privé dans le système de santé, dans le cadre donc tout cela d'une stratégie nationale de santé 2018-2022 qui table sur des hypothèses de développement assez importantes, de l'ordre de plus 14% de la dépense en matière de santé d'ici 2022. Diapositive suivante. Je terminerai là-dessus, donc pour souligner, comme dans les deux autres pays aussi, la forte réactivité qatarienne face à l'épisode de la crise Covid. On retrouve les caractéristiques que j'ai décrites, à savoir une capacité donc, de mise en place rapide et efficace des mesures préventives, des mesures barrières, une bonne adhésion de la population à ces mesures et aux outils de lutte contre le Covid, une capacité à améliorer rapidement l'accès des outils, en particulier des vaccins et des tests, à travers l'utilisation de dispositifs numériques et la volonté de ces pays, instruits comme d'autres par cette expérience, de renforcer leur autonomie en matière de santé en développant des capacités de recherche, de développement, de production locale. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi l'assistance, parmi nos participants. A priori, non. Bon, écoutez, comme on l'a déjà dit, on reste à votre entière disposition. N'hésitez pas à contacter Catel Joliffe ou Nicolas Plantis, vos deux chargés d'affaires. Je vous ai mis les coordonnées à la fin de cette présentation. Les coordonnées également de mes collègues en CCI territoriale qui peuvent notamment vous aider, vous appuyer sur toutes les questions techniques et réglementaires. Et puis, je vous ai reporté ici les coordonnées d'Ager, qui est votre point d'entrée si vous avez des questions côté Business France et qui fera le relais, le lien avec les bureaux Business France. Merci beaucoup, Pierre, pour votre présentation de ce matin et votre partage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Un petit mot, lorsque vous allez vous déconnecter, là je m'adresse aux participants, lorsque vous allez vous déconnecter de ce webinaire, vous allez tomber sur un petit questionnaire. Je vous promets, ça prend 1 minute pour y répondre. Si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre ce temps pour répondre aux différentes questions. C'est important pour nous d'avoir votre retour, vos impressions sur le contenu de ce webinaire et puis aussi quelques suggestions si vous en avez. Par rapport à d'autres thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors de prochaines réunions d'information ou lors de prochains webinaires. Par avance, merci de répondre à ce petit questionnaire. On arrive donc à la fin de cet échange. Encore une fois, merci Pierre. Merci beaucoup à tous les bureaux Business France également qui ont pris part à l'élaboration de cette présentation ce matin. Merci à toutes et à tous.
Je vous dis à bientôt pour de prochains rendez-vous. Le prochain mercredi de la santé aura lieu le 29 septembre et sera consacré à la Turquie. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours le faire et puis vous retrouvez les autres mercredis de la santé programmés d'ici à la fin de l'année sur l'agenda de notre site web. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Merci Pierre, merci Business France pour votre partenariat pour ce webinaire de ce matin. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.